colère rapide, comprendre la surcharge émotionnelle pour la maîtriser. Livre audio complet. Introduction. Si tu t'énerves vite, ce n'est pas parce que tu es faible, ce n'est pas parce que tu manques de volonté, et ce n'est pas parce que tu es incapable de te contrôler. Dans la majorité des cas, c'est parce que ton système émotionnel est saturé. Ce livre audio ne va pas t'excuser. Il ne va pas te dire que c'est normal. Il ne va pas te dire que tu es comme ça et que tu dois l'accepter. Il va t'expliquer ce qui se passe réellement dans ton esprit et pourquoi, tant que tu ne le comprends pas, tu continueras à exploser là où d'autres restent calmes. La colère rapide n'est pas un défaut moral. C'est un signal biologique et psychologique. Un signal que ton cerveau reçoit trop d'informations émotionnelles, trop vite, sans filtre, sans espace. Et quand il n'y a plus d'espace, il n'y a plus de choix. Tu réagis. Toujours. Tu as une croyance, peut-être inconsciente. Je m'énerve parce que la situation est intolérable. C'est faux. Tu t'énerverais moins si ton système interne n'était pas déjà en surcharge avant même que la situation n'arrive. La situation n'est que l'étincelle. La surcharge, elle, était déjà là. Certaines personnes supportent 10 tensions sans exploser. D'autres explosent à la deuxième. Ce n'est pas une question de caractère, c'est une question de charge émotionnelle accumulée. Ce livre audio va te montrer une vérité inconfortable. Les personnes qui s'énervent vite sont souvent plus sensibles que la moyenne, plus réactives, plus attentives aux signaux sociaux, aux injustices, aux tensions, aux incohérences. Mais cette sensibilité, sans structure, devient une faiblesse. La société t'a peut-être appris à te juger pour ça, à te dire que tu es trop nerveux, trop émotif, trop excessif. Ce jugement est inutile. Ce qui compte, ce n'est pas ce que tu ressens, c'est ce que tu fais avec ce que tu ressens. La colère n'est pas le problème. Le problème, c'est la confusion entre émotion et commande, entre ressenti et action. Quand ton cerveau traite chaque émotion comme un ordre, il n'y a plus de hiérarchie. Tout devient urgent. Tout devient personnel. Tout devient explosif. Tu as une impression trompeuse, celle que réagir te soulage. Sur le moment, oui. Mais à long terme, chaque réaction renforce le circuit qui t'a fait réagir. Ton cerveau apprend vite. Il apprend que la colère est une sortie. Il apprend que l'explosion est une réponse. Il apprend que l'impulsivité est une solution. Et plus tu répètes, plus le chemin devient automatique. Ce livre audio existe pour casser ce chemin. Pas par la force, pas par la répression, mais par la compréhension et la structure. Comprendre ce qui se passe dans ton cerveau ne te rend pas passif. Ça te rend précis. Et la précision est la base du contrôle. Tu n'as pas besoin de devenir froid. Tu n'as pas besoin de supprimer tes émotions. Tu n'as pas besoin de te transformer en quelqu'un d'autre. Tu as besoin d'un espace entre ce que tu ressens et ce que tu fais. Sans cet espace, tu subis. Avec cet espace, tu choisis. Et c'est ici que ce livre audio rejoint un principe fondamental. Tu as toujours un choix. Toujours. Pas au niveau de l'émotion, mais au niveau de la réponse. Les personnes qui semblent calmes ne sont pas moins touchées que toi. Elles ont simplement appris à ne pas obéir immédiatement à ce qui se passe à l'intérieur. Elles ont appris à ralentir, à filtrer, à hiérarchiser. Ce sont des compétences, pas des traits de personnalité. Dans ce livre audio, nous allons décortiquer la colère rapide, sans complaisance et sans jugement. Tu comprendras pourquoi ton cerveau s'emballe, pourquoi certaines situations te déclenchent plus que d'autres, pourquoi la fatigue émotionnelle te rend explosif. Et surtout,
comment transformer cette intensité en stabilité. Ne confonds pas stabilité et inertie. La stabilité est active. Elle te permet d'agir sans te détruire. Si tu écoutes ce livre audio en espérant des excuses ou des justifications, tu seras déçu. Mais si tu l'écoutes pour comprendre, structurer et reprendre le contrôle, alors il peut changer ta manière de fonctionner de façon durable. La colère rapide n'est pas une fatalité. C'est un signal mal interprété. Et tout signal peut être recodé. À partir de maintenant, tu n'es plus obligé de subir ce qui monte en toi. Tu peux apprendre à le contenir, le canaliser et l'utiliser. Ce livre audio n'est pas une thérapie, c'est un entraînement. Un entraînement à la lucidité, un entraînement à la maîtrise, un entraînement à la stabilité mentale. Si tu es prêt à regarder ta colère sans la fuir et sans t'y identifier, alors nous pouvons commencer. Chapitre 1. Pourquoi certaines personnes s'énervent plus vite que les autres? Chapitre 1. Pourquoi certaines personnes s'énervent plus vite que les autres? Certaines personnes s'énervent vite, très vite, parfois pour des détails, parfois pour des situations que d'autres supportent sans difficulté. La première erreur serait de croire que cela vient d'un manque de contrôle. Ce n'est pas exact. Dans la majorité des cas, cela vient d'une surcharge interne déjà présente avant même que la situation ne se produise. La colère rapide n'est presque jamais liée uniquement à ce qui se passe à l'extérieur. Elle est liée à ce qui est déjà accumulé à l'intérieur. Deux personnes vivent la même situation. L'une reste calme, l'autre explose. La différence ne se situe pas dans l'événement. Elle se situe dans le niveau de charge émotionnelle préalable. Certaines personnes arrivent dans la situation déjà pleines de fatigue mentale, pleines de tensions non exprimées, pleines de frustrations accumulées, pleines de pensées non digérées. Dans cet état, la moindre stimulation supplémentaire fait déborder le système. La colère n'est pas un choix conscient. C'est une soupape automatique. Il est important de comprendre ceci. Les personnes qui s'énervent vite ne sont pas faibles émotionnellement. Elles sont souvent plus sensibles que la moyenne, plus attentives, plus réactives aux signaux sociaux, plus touchées par les injustices, les incohérences, les tensions implicites. Cette sensibilité sans cadre devient une surcharge. Et cette surcharge, sans structure, devient explosive. Le cerveau humain n'a pas été conçu pour absorber un flux constant d'émotions, de sollicitations, de pressions, sans récupération. Quand la récupération n'existe plus, le système passe en mode défensif. Et la colère est l'un des modes défensifs les plus rapides. Chez certaines personnes, ce passage est très court, presque instantané. Non pas parce qu'elles sont impulsives par nature, mais parce que leur seuil de saturation est déjà atteint. Il faut aussi comprendre un autre mécanisme fondamental. La colère rapide est souvent liée à une mauvaise hiérarchisation interne. Quand tout est ressenti comme important, tout devient urgent. Quand tout est urgent, tout devient personnel. Quand tout est personnel, tout déclenche une réaction. Le cerveau ne fait plus la différence entre une vraie menace et une simple contrariété. Il réagit de la même manière. C'est pour cela que certaines personnes s'énervent autant dans des situations mineures. Leur système ne distingue plus l'essentiel du secondaire. Ce n'est pas un problème de caractère, c'est un problème de filtrage. Un cerveau surchargé filtre mal. Il traite trop d'informations comme si elles exigeaient une réponse immédiate. À force, ce fonctionnement devient une habitude neurologique. Le cerveau apprend que la colère est une réponse rapide, efficace à court terme,
et immédiatement libératrice. Mais cette libération est trompeuse. Elle soulage sur le moment et aggrave le problème sur la durée. Chaque explosion renforce le circuit. Chaque réaction rapide abaisse encore le seuil de tolérance. Chaque colère rend la suivante plus facile. C'est ainsi que certaines personnes deviennent de plus en plus réactives avec le temps. Non pas parce que la vie devient plus dure, mais parce que leur système devient plus sensible. Il existe aussi un lien fort entre la colère rapide et le besoin de contrôle. Quand une personne se sent impuissante, incomprise ou non respectée sur la durée, la colère devient une tentative de reprise de contrôle. Une manière primitive de dire « stop ». Mais ce contrôle est illusoire. Il crée plus de tension qu'il n'en résout. Plus tu utilises la colère pour reprendre la main, plus ton environnement devient instable. Et plus l'instabilité augmente, plus ta charge émotionnelle monte. C'est un cercle fermé. La société n'aide pas. Elle valorise la réaction. Elle confond intensité et authenticité. Elle applaudit les émotions visibles et ignore la maîtrise silencieuse. Beaucoup de personnes n'ont jamais appris à créer un espace entre ce qu'elles ressentent et ce qu'elles font. Elles ont appris à exprimer, pas à structurer. Or, exprimer sans structure ne libère pas durablement. Cela entretient le désordre intérieur. Il est aussi essentiel de parler de la fatigue. La fatigue émotionnelle réduit drastiquement la capacité de régulation. Quand tu es fatigué, ton cerveau cherche la voie la plus courte. Et la voie la plus courte est souvent la réaction. Beaucoup de colères rapides ne sont pas des colères profondes. Ce sont des colères de fatigue, des colères de saturation, des colères de trop-plein. Comprendre cela change tout. Car si le problème était un manque de volonté, tu serais condamné. Mais ce n'est pas le cas. Le problème est un système mal organisé. Et tout système peut être réorganisé. La clé n'est pas de lutter contre la colère. La clé est de réduire la surcharge qui la rend inévitable. Cela demande de ralentir, de filtrer, de hiérarchiser, de récupérer. Cela demande aussi d'accepter que certaines émotions n'ont pas besoin d'être suivies d'une action. Elles peuvent exister sans commander. Dans les prochains chapitres, nous allons explorer précisément comment se crée cette surcharge, comment elle s'accumule, et surtout comment la dissoudre sans te couper de ta sensibilité. Car la sensibilité n'est pas ton ennemi. L'absence de structure l'est. Tu n'as pas besoin de devenir quelqu'un d'autre. Tu as besoin de devenir plus stable. Et cette stabilité commence par une chose simple. Comprendre que si tu t'énerves vite, ce n'est pas un défaut moral, mais un signal clair que ton système interne a besoin d'être réorganisé. Maintenant que tu comprends pourquoi certaines personnes s'énervent plus vite, il est temps de regarder ce qui se passe exactement dans ton cerveau au moment où la colère monte. Chapitre 2. Ce que la colère révèle sur ton cerveau. Quand la colère monte, ce n'est pas ton caractère qui parle, c'est ton cerveau qui bascule. La plupart des gens imaginent la colère comme une simple émotion. En réalité, c'est un état neurologique spécifique, rapide, automatique et profondément énergivore. Quand tu t'énerves, ton cerveau ne cherche pas la vérité.
il cherche la protection. À ce moment précis, certaines zones prennent le contrôle, tandis que d'autres se mettent en retrait. Ce déséquilibre explique pourquoi tu dis ou fais parfois des choses que tu ne reconnais pas ensuite. Le cerveau fonctionne par priorité. En situation perçue comme menaçante, même symboliquement, il privilégie la rapidité au détriment de la précision. La colère est une accélération, une réduction brutale de la complexité. Elle simplifie le monde en deux catégories, attaque ou défense. Dans cet état, les nuances disparaissent. Les intentions sont interprétées négativement. Les ambiguïtés deviennent des offenses. Les désaccords deviennent des attaques. Ce n'est pas un défaut moral, c'est une configuration cérébrale. Quand la colère s'active, le cerveau émotionnel prend le dessus sur le cerveau analytique. Les capacités de recul, de mise en perspective et d'anticipation des conséquences sont temporairement affaiblies. Voilà pourquoi il est si difficile de raisonner quelqu'un qui est en colère. Son cerveau n'est pas disponible pour le raisonnement. Et voilà pourquoi te demander de te calmer au moment exact de la colère est souvent inutile. Le calme ne se décide pas dans l'explosion. Il se prépare avant. Un cerveau surchargé est un cerveau déjà fatigué. Fatigué de traiter trop d'informations. Fatigué de gérer trop d'émotions. Fatigué de compenser trop de tensions. Dans cet état, la colère devient un raccourci énergétique. Une manière brutale de libérer une pression accumulée. Mais cette libération a un coût élevé. Après la colère, le cerveau est encore plus fatigué. La lucidité diminue. La tolérance baisse. Et la prochaine colère arrive plus vite. C'est ainsi que s'installe un cycle neurologique. Colère, soulagement bref, fatigue accrue, seuil plus bas. Ce cycle ne se casse pas en s'interdisant de ressentir. Il se casse en modifiant l'environnement interne du cerveau. Le cerveau est extrêmement sensible au contexte. Pas seulement le contexte extérieur, mais surtout le contexte intérieur. Si ton esprit est constamment en état d'alerte, de comparaison ou de tension anticipée, la colère n'est jamais loin. Beaucoup de personnes confondent vigilance et tension. Elles pensent être attentives, alors qu'elles sont simplement contractées. Un cerveau contracté interprète tout comme une menace potentielle. Il ne fait pas la différence entre un danger réel et une contrariété symbolique. C'est pour cela que certaines paroles, certains regards ou certains silences peuvent déclencher une colère disproportionnée. Le cerveau n'analyse pas, il réagit. Il faut aussi parler du rôle de la mémoire émotionnelle. Le cerveau stocke les expériences passées associées à des émotions fortes. Quand une situation actuelle ressemble vaguement à une expérience passée douloureuse, le cerveau anticipe. Il déclenche la colère avant même que le danger ne soit réel. Ce mécanisme est ancien. Il visait la survie. Mais dans le monde moderne, il devient souvent inadapté. Ainsi, tu peux t'énerver non pas à cause de ce qui se passe, mais à cause de ce que ton cerveau croit reconnaître. Sans conscience de ce mécanisme, tu crois que ta colère est toujours justifiée. Avec conscience, tu commences à créer un espace. Et cet espace est crucial. C'est là que le contrôle redevient possible. Le cerveau a besoin de répétition pour apprendre. Si tu répètes la réaction, tu renforces la réaction. Si tu répètes la pause, tu renforces la pause. C'est aussi simple que cela. Et aussi exigeant. La bonne nouvelle, c'est que le cerveau est plastique. Il peut se réorganiser. Il peut créer de nouveaux chemins.
mais il a besoin de conditions. Il a besoin de récupération. Il a besoin de ralentissement. Il a besoin de cohérence. Tant que tu vis dans la stimulation constante, le bruit, la pression et la réaction permanente, ton cerveau n'a pas l'espace nécessaire pour se stabiliser. Comprendre la colère, ce n'est donc pas la combattre. C'est comprendre dans quel état ton cerveau bascule quand elle apparaît. Plus tu reconnais les signaux précoces, moins tu arrives au point de non-retour. La colère n'apparaît jamais sans avertissement. Elle monte. Elle s'accélère. Elle prend de la place. Ce chapitre t'a montré que la colère n'est pas un mystère. C'est un mécanisme compréhensible et donc modifiable. Dans le prochain chapitre, nous allons examiner un élément souvent négligé, mais déterminant, le rôle de la fatigue émotionnelle et mentale dans l'explosion de la colère. Chapitre 3. Pourquoi la fatigue te rend explosif? La fatigue ne te rend pas simplement lent, elle te rend vulnérable. Beaucoup de personnes pensent que la colère vient d'un problème émotionnel isolé. En réalité, elle est très souvent le symptôme direct d'un épuisement. Quand tu es reposé, tu tolères. Quand tu es fatigué, tu réagis. La différence est là. La fatigue réduit ta capacité à filtrer, à hiérarchiser, à relativiser. Elle ne crée pas la colère. Elle enlève les barrières qui la contiennent. Un cerveau reposé peut absorber une contrariété sans s'effondrer. Un cerveau fatigué la vit comme une agression. La fatigue émotionnelle est particulièrement dangereuse parce qu'elle est invisible, parce qu'elle s'installe lentement et parce que beaucoup de personnes la confondent avec la normalité. Être constamment sollicité, constamment disponible, constamment exposé aux tensions des autres n'est pas neutre. Chaque interaction laisse une trace. Chaque contrainte non exprimée s'accumule. Chaque effort de retenue consomme de l'énergie. Quand cette énergie n'est jamais reconstituée, le système craque. Et il craque toujours au mauvais moment. Tu n'exploses pas forcément face au vrai problème. Tu exploses face à la goutte de trop. Cela explique pourquoi certaines colères semblent disproportionnées. Elles ne le sont pas. Elles sont simplement décalées. La fatigue mentale agit de la même manière. Penser constamment, anticiper, analyser, se justifier intérieurement. Tout cela consomme des ressources. Un esprit surchargé n'a plus de marge. Il fonctionne en mode économie. Il cherche la solution la plus rapide. Et la réaction émotionnelle est toujours plus rapide que la réflexion. Toujours. C'est pour cela que la colère apparaît souvent en fin de journée, en fin de semaine ou en période de pression prolongée. Ce n'est pas un hasard. C'est une loi biologique. Plus la fatigue augmente, plus le seuil de tolérance diminue. Plus le seuil diminue, plus la réaction devient probable. Beaucoup de personnes essaient de gérer leur colère sans jamais gérer leur fatigue. C'est une erreur stratégique. Tu ne peux pas demander à un système épuisé d'être stable. Tu ne peux pas exiger du contrôle là où il n'y a plus d'énergie. La discipline émotionnelle commence par la récupération, pas par la morale, pas par la culpabilité, par la lucidité. Il est important de comprendre ceci. Le repos n'est pas un luxe. C'est une condition de régulation. Sans repos, toute technique de maîtrise émotionnelle échoue. Elle peut fonctionner un temps,
puis s'effondrer brutalement. C'est pour cela que certaines personnes ont l'impression de perdre le contrôle soudainement. Elles ne l'ont pas perdu. Elles l'ont épuisé. La fatigue affecte aussi ta perception. Quand tu es fatigué, tu interprètes plus négativement. Tu vois moins de nuances. Tu supposes plus. Les intentions des autres deviennent suspectes. Les maladresses deviennent des offenses. Les silences deviennent des rejets. Encore une fois, ce n'est pas la réalité qui change. C'est ton état interne. La colère apparaît alors comme une réaction logique à une perception faussée. Mais c'est la fatigue qui a faussé la perception. Il existe un autre piège, la fierté de l'endurance. Certaines personnes se valorisent par leur capacité à tenir sans pause, à encaisser, à ne jamais s'arrêter. Cette fierté est dangereuse. Elle retarde la récupération et accélère l'explosion. Tenir n'est pas maîtriser. Accumuler n'est pas contrôler. Résister n'est pas structurer. La véritable maîtrise émotionnelle implique de savoir quand s'arrêter, quand ralentir, quand se retirer. Ce n'est pas une fuite, c'est de la maintenance. Si tu ignores la fatigue, la colère s'occupera de t'arrêter. Toujours. Ce chapitre te demande une honnêteté simple. Es-tu vraiment en colère ou es-tu simplement épuisé? Dans la majorité des cas, la réponse est la seconde. Mais tant que tu ne la reconnais pas, tu traites le mauvais problème. Traiter la colère sans traiter la fatigue, c'est colmater une fuite sans fermer la vanne. Dans les prochains chapitres, nous allons apprendre à réduire activement la surcharge émotionnelle, à créer de l'espace, à reconstruire une marge interne. Car la colère ne disparaît pas quand on la combat. Elle disparaît quand le système redevient stable. La stabilité commence toujours par une chose simple. Redonner de l'énergie au cerveau pour qu'il puisse choisir au lieu de réagir. Chapitre 4. La surcharge émotionnelle invisible. Chapitre 4. La surcharge émotionnelle ne se voit pas. Elle ne fait pas de bruit. Elle ne se signale pas clairement. C'est précisément pour cela qu'elle est dangereuse. Beaucoup de personnes vivent avec une surcharge émotionnelle constante, sans jamais la nommer. Elles avancent. Elles fonctionnent. Elles encaissent. Jusqu'au moment où le système lâche. La surcharge émotionnelle n'apparaît pas soudainement. Elle s'installe lentement. Elle s'accumule dans les détails. Chaque frustration non exprimée, chaque contrariété minimisée, chaque émotion retenue sans être traitée, chaque adaptation silencieuse. Tout cela ne disparaît pas. Tout cela s'accumule. La plupart des gens pensent que s'ils ne réagissent pas, ils gèrent. Ce n'est pas toujours vrai. Ne pas réagir extérieurement ne signifie pas que l'émotion est digérée intérieurement. Quand l'émotion n'est ni comprise, ni structurée, ni évacuée, elle reste active en arrière-plan. Elle consomme de l'énergie.
elle maintient une tension constante. Elle réduit progressivement la marge interne. La surcharge émotionnelle invisible est souvent confondue avec le fait d'être fort. On se dit « je tiens, je gère ». Ce n'est pas si grave. Mais tenir n'est pas traiter. Gérer n'est pas structurer. Minimiser n'est pas résoudre. Le cerveau ne fait pas disparaître une émotion parce que tu l'ignores. Il la stocke. Et plus il stocke, plus il devient réactif. C'est une loi simple. La surcharge émotionnelle invisible explique pourquoi certaines personnes semblent calmes pendant longtemps, puis explosent brutalement. Ce n'est pas une perte soudaine de contrôle. C'est une accumulation prolongée qui n'a jamais été traitée. Il faut comprendre ceci. Le cerveau a une capacité limitée à contenir des tensions non résolues. Quand cette capacité est atteinte, la moindre stimulation devient excessive. Ce qui semblait supportable hier devient insupportable aujourd'hui. Pas parce que la situation a changé, parce que la réserve est vide. La surcharge émotionnelle invisible est renforcée par certains comportements courants. Vouloir toujours être raisonnable. Vouloir toujours comprendre les autres. Vouloir éviter les conflits à tout prix. Vouloir rester fonctionnel quoi qu'il arrive. Ces comportements semblent vertueux, mais sans espace de récupération, ils deviennent toxiques. Comprendre les autres ne doit pas se faire au détriment de ta stabilité interne. S'adapter constamment sans jamais te recentrer crée une tension chronique. La surcharge émotionnelle invisible n'est pas liée à un événement précis. Elle est liée à un mode de fonctionnement. Un mode où tu absorbes plus que tu ne transformes. Un mode où tu accumules plus que tu ne traites. Un mode où tu avances sans pause. À long terme, ce mode rend toute maîtrise émotionnelle fragile. Car la maîtrise repose sur une base stable, pas sur une retenue permanente. Il est important de distinguer retenir et structurer. Retenir, c'est bloquer. Structurer, c'est organiser. Beaucoup de personnes retiennent leurs émotions. Peu les structurent. Retenir demande de l'énergie en continu. Structurer libère de l'espace. C'est pour cela que la surcharge émotionnelle invisible est souvent accompagnée d'une sensation de tension diffuse, une irritabilité latente, une impatience croissante, une fatigue sans cause évidente. Ce ne sont pas des faiblesses, ce sont des signaux que ton système porte plus qu'il ne peut digérer. Ignorer ces signaux ne les fait pas disparaître. Cela les intensifie. La société valorise la performance constante. Elle normalise la surcharge. Elle appelle cela tenir le rythme. Mais le cerveau humain n'est pas conçu pour fonctionner en tension continue. Il a besoin de cycles, de relâchement, de digestion émotionnelle. Sans ces cycles, la colère devient inévitable.
Pas parce que tu es colérique, parce que ton système est saturé. Reconnaître la surcharge émotionnelle invisible demande une forme de lucidité inhabituelle. Cela demande d'arrêter de se juger et de commencer à s'observer. Observer ton niveau de tension au repos. Observer ta patience réelle. Observer ta capacité à tolérer l'imprévu. Ces indicateurs sont plus fiables que tes intentions. Ils montrent l'état réel du système. Ce chapitre ne te demande pas de changer immédiatement ton comportement. Il te demande de reconnaître une chose essentielle. Tu ne peux pas maîtriser la colère tant que tu ignores la surcharge qui la précède. La maîtrise commence par la réduction. Réduction de la charge, réduction de la tension, réduction du bruit interne. Dans les prochains chapitres, nous allons apprendre à créer activement cet espace, à diminuer la pression interne, à reconstruire une marge émotionnelle stable. Car quand la surcharge disparaît, la colère perd son pouvoir. Elle n'a plus de terrain. Elle n'a plus de carburant. Et sans carburant, même les émotions les plus intenses ne peuvent plus te contrôler. Chapitre 5. Pourquoi vouloir tout contrôler te rend plus irritable? Te rend plus irritable. Le besoin de contrôle est souvent mal compris. On l'associe à la rigueur, à la maîtrise, à la responsabilité. En réalité, vouloir tout contrôler est l'un des moteurs les plus puissants de l'irritabilité. Pas parce que le contrôle est mauvais en soi, mais parce que le contrôle excessif crée une tension permanente. Quand tu veux tout contrôler, tu ne laisses aucune marge, aucune place à l'imprévu, aucune tolérance à l'erreur. Ton système interne reste contracté, en vigilance constante. Et un système contracté réagit plus vite qu'il ne réfléchit. Le besoin de contrôle naît souvent d'un sentiment d'insécurité, pas toujours conscient, pas toujours reconnu. Quand tu as vécu des situations où tu t'es senti dépassé, impuissant ou pris au dépourvu, le cerveau cherche à prévenir la répétition. Il tente alors d'anticiper tout, de prévoir tout, de verrouiller tout. Mais le monde ne se laisse pas verrouiller, et chaque imprévu devient une menace. Le contrôle excessif transforme les situations neutres en source de tension. Les autres deviennent des variables incontrôlables. Les délais deviennent insupportables. Les imperfections deviennent intolérables. Dans cet état, la colère n'est jamais loin. Elle surgit dès que la réalité refuse d'obéir au plan. Il faut comprendre ceci. Le cerveau confond souvent contrôle et sécurité. Il croit que tout maîtriser réduit le danger. En réalité, le contrôle excessif augmente l'exposition au stress, car chaque écart devient une alerte. Chaque imprévu devient une agression. La colère est alors utilisée comme un outil de correction, un moyen de forcer l'environnement à se réaligner. Mais ce moyen est inefficace. Il détériore les relations. Il augmente la tension. Il renforce l'instabilité. Plus tu cherches à tout contrôler, plus tu deviens dépendant du comportement des autres. Et plus tu dépends des autres, plus tu es irritable. C'est un paradoxe. Le contrôle excessif crée l'impuissance qu'il voulait éviter. Il est important de distinguer contrôle et structure. Le contrôle cherche à imposer. La structure cherche à organiser. Le contrôle lutte contre l'imprévu. La structure l'absorbe. Les personnes stables ne contrôlent pas tout. Elles structurent ce qu'elles peuvent et acceptent le reste.
Cette acceptation n'est pas de la résignation. C'est une économie d'énergie. L'énergie économisée est utilisée pour décider, pas pour résister. Quand tu veux tout contrôler, tu restes mentalement rigide. Et la rigidité est incompatible avec la maîtrise émotionnelle. Un système rigide casse sous la pression. Un système flexible absorbe. La colère est souvent le signe que quelque chose refuse d'être contrôlé et que ton système ne tolère pas cette résistance. Il faut aussi parler du contrôle de soi mal compris. Beaucoup de personnes confondent se contrôler avec se contraindre. Elles se forcent à rester calmes, à ne rien dire, à ne rien montrer. Cette contrainte permanente crée une pression interne énorme. Et tôt ou tard, elle explose. La véritable maîtrise n'est pas une retenue forcée. C'est une organisation interne qui rend la retenue naturelle. Quand tu structures ton attention, tes priorités et ton énergie, tu n'as plus besoin de tout contrôler. Le contrôle excessif est souvent une tentative de compenser un manque de structure interne. Quand l'intérieur est instable, l'extérieur doit être verrouillé. Mais quand l'intérieur est stable, l'extérieur peut être imparfait sans déclencher de colère. Ce chapitre t'invite à déplacer ton effort. Moins contrôler, mieux structurer. Structurer ton temps. Structurer ton énergie. Structurer tes attentes. Plus tu clarifies ce qui dépend réellement de toi, moins tu t'énerves pour le reste. C'est mathématique. Tu n'as pas besoin que tout se passe comme prévu pour rester stable. Tu as besoin que ton système interne sache s'adapter. La colère diminue quand le besoin de contrôle diminue. Et le besoin de contrôle diminue quand la confiance interne augmente. Cette confiance ne vient pas de la domination. Elle vient de la cohérence. Cohérence entre ce que tu peux influencer et ce que tu laisses passer. Dans les prochains chapitres, nous allons apprendre à déplacer ton attention de ce que tu veux maîtriser vers ce que tu dois protéger. Car la vraie stabilité ne vient pas du contrôle de tout, mais de la protection de l'essentiel. Chapitre 6. L'attention, la ressource que tu gaspilles sans le savoir. Que tu gaspilles sans le savoir. L'attention est ta ressource la plus précieuse que le temps, plus précieuse que l'énergie. Parce que sans attention, ni le temps ni l'énergie ne produisent quoi que ce soit de stable. La plupart des gens pensent perdre le contrôle à cause de leurs émotions. En réalité, ils perdent le contrôle parce qu'ils ont perdu la maîtrise de leur attention. L'attention décide ce qui prend de la place dans ton esprit. Et ce qui prend de la place finit toujours par influencer ce que tu ressens et ce que tu fais. Quand ton attention est dispersée, ta stabilité disparaît. Quand ton attention est capturée, ta colère devient plus probable. Tu n'es pas en colère par hasard. Tu es en colère parce que ton attention a été tirée dans trop de directions, trop longtemps, sans protection. Chaque notification, chaque pensée intrusive, chaque comparaison silencieuse, chaque anticipation inutile, tout cela consomme de l'attention. Et l'attention consommée ne revient pas intacte. Elle laisse une fatigue invisible. Un esprit fatigué devient irritable.
Pas parce qu'il est faible, parce qu'il est saturé. La société moderne est construite pour fragmenter ton attention. Elle te pousse à regarder partout, à réagir à tout, à commenter sans cesse. Mais un esprit fragmenté ne peut pas être calme. Il est constamment en transition. Et chaque transition coûte de l'énergie. Passer d'un sujet à un autre semble anodin, mais neurologiquement, c'est épuisant. Chaque changement de contexte oblige le cerveau à se réorienter, à recalculer, à se repositionner. À la fin de la journée, tu te sens vidé sans avoir affronté de réels dangers. Cette fatigue n'est pas morale, elle est attentionnelle. Un cerveau fatigué attentionnellement devient hypersensible. Il tolère moins. Il interprète plus négativement. Il réagit plus vite. C'est là que la colère trouve un terrain favorable. Pas parce que la situation est grave, mais parce que ton attention est déjà à bout. Il est important de comprendre ceci. Ton cerveau ne distingue pas les informations utiles des informations inutiles. Il traite tout ce qui capte ton attention comme potentiellement important. Si tu laisses entrer trop de stimuli, trop d'opinions, trop de conflits qui ne te concernent pas, tu surcharges ton système. Et un système surchargé réagit. Toujours. Beaucoup de personnes pensent qu'elles manquent de calme. En réalité, elles manquent de frontières attentionnelles. Elles laissent leur attention être aspirée par ce qui ne dépend pas d'elles, par ce qu'elles ne peuvent pas résoudre, par ce qu'elles ne peuvent pas contrôler. Cela crée une tension constante, une sensation diffuse d'urgence permanente. Quand tout semble urgent, le cerveau reste en alerte. Et l'alerte prolongée épuise la régulation émotionnelle. La maîtrise émotionnelle ne commence pas par le contrôle des émotions. Elle commence par le contrôle de l'attention. Ce que tu regardes, ce que tu écoutes, ce à quoi tu penses, ce que tu nourris mentalement. Chaque choix attentionnel est un choix émotionnel différé. Ce que tu consommes aujourd'hui détermine ce qui t'irritera demain. Il faut aussi parler de l'attention dirigée vers soi. Certaines personnes surveillent en permanence leurs réactions, leurs pensées, leurs émotions. Cette hyper-observation crée une pression interne énorme. Elle empêche le relâchement. Elle maintient une tension constante. L'attention doit être dirigée, pas enfermée. Elle doit être stable, pas rigide. Un esprit calme n'est pas un esprit vide. C'est un esprit sélectif. Sélectif dans ce qu'il laisse entrer. Sélectif dans ce qu'il rumine. Sélectif dans ce qu'il amplifie. La colère diminue quand tu cesses de nourrir ce qui l'alimente, pas en supprimant l'émotion, en coupant son carburant. Ce carburant, c'est l'attention continue portée aux tensions, aux injustices perçues, aux pensées répétitives. Protéger ton attention n'est pas de l'égoïsme, c'est de l'hygiène mentale. Sans cette hygiène, aucune technique de maîtrise émotionnelle ne tient sur la durée. Elle s'effondre sous la charge. Ce chapitre te demande un changement simple, mais exigeant. Arrêter de donner ton attention à tout ce qui la réclame. Tu n'as pas besoin de suivre chaque débat, de réagir à chaque provocation, de comprendre chaque problème.
Plus tu réduis l'exposition, plus tu récupères de la stabilité. Plus tu récupères de la stabilité, moins la colère a d'emprise. La maîtrise émotionnelle est une conséquence. La gestion de l'attention en est la cause. Dans les prochains chapitres, nous allons apprendre à créer de l'espace entre la stimulation et la réaction, à ralentir volontairement, à construire une discipline de la pause. Car tant que ton attention est constamment capturée, ta colère restera à portée. Mais quand tu reprends possession de ton attention, tu reprends possession de ton calme. Chapitre 7. La pause, l'arme la plus sous-estimée contre la colère. La plus sous-estimée contre la colère. La pause n'est pas une faiblesse. Elle est une compétence. La majorité des gens pensent que la maîtrise émotionnelle consiste à tenir bon, à encaisser, à serrer les dents. C'est une erreur. Tenir n'est pas maîtriser. Encaisser n'est pas réguler. La véritable maîtrise commence par la capacité à interrompre l'automatisme. La pause est cette interruption. Courte, silencieuse, décisive. Quand la colère monte, ce n'est pas parce que tu manques de principe. C'est parce que ton système s'emballe. La pause ne cherche pas à convaincre l'émotion. Elle lui enlève le volant. Entre le stimulus et la réaction, il existe toujours un espace. Petit, parfois imperceptible, mais réel. Cet espace est ton point de levier. C'est là que tout se joue. Sans pause, la réaction est automatique. Avec une pause, la réaction devient un choix. La plupart des colères rapides ne sont pas puissantes. Elles sont précipitées. Elles surgissent avant que le cerveau ait le temps de trier, de hiérarchiser, de relativiser. La pause redonne du temps au système. Et le temps est l'allié de la lucidité. Il faut être clair. La pause ne supprime pas l'émotion. Elle la ralentit. Et ralentir suffit souvent à empêcher l'explosion. Quand tu pauses, plusieurs choses se produisent en même temps. Le rythme cardiaque diminue. La tension musculaire baisse. Le cerveau sort du mode urgence. Ce changement est physiologique avant d'être psychologique. C'est pour cela que la pause fonctionne même quand tu ne te sens pas calme. Tu n'as pas besoin d'être convaincu. Tu as besoin d'interrompre. Beaucoup de personnes attendent de ressentir le calme pour agir calmement. C'est l'inverse. Tu agis calmement pour permettre au calme d'apparaître. La pause est un acte, pas une émotion. Elle peut être très brève, une respiration plus lente, un silence volontaire, un regard détourné, un pas en arrière. Ce n'est pas la durée qui compte, c'est la rupture. Rompre la chaîne stimulus-réaction. Encore et encore. Au début, la pause semble inconfortable. Elle crée un vide, un flottement. Ce flottement est précieux. C'est l'endroit où l'émotion n'a plus de script. Beaucoup de gens évitent la pause parce qu'elle les confronte à l'intensité brute de l'émotion. Sans décharge immédiate, la colère est ressentie pleinement. Et cela demande du courage. Mais ce courage est exactement ce qui transforme la colère en information, au lieu de la laisser devenir une action.
La pause te permet d'observer ce qui se passe sans t'y identifier. Tu vois la montée, tu vois la tension, tu vois l'impulsion. Et tu constates une chose essentielle. Rien ne t'oblige à obéir. La colère demande. Elle n'ordonne pas. La pause révèle cette vérité que l'automatisme cache. Plus tu pratiques la pause, plus ton cerveau apprend qu'il existe une autre réponse possible. Avec le temps, le seuil de déclenchement recule. La montée est moins rapide. La pression est moins forte. Ce n'est pas magique, c'est neurologique. Le cerveau apprend par répétition. Si tu répètes la pause, il renforce la pause. Si tu répètes la réaction, il renforce la réaction. Chaque pause est un entraînement. Invisible, silencieux, mais cumulatif. Il est important de comprendre que la pause n'est pas toujours externe. Parfois, tu ne peux pas t'éloigner. Tu ne peux pas te taire longtemps. Mais tu peux toujours ralentir intérieurement. Allonger l'expiration. Relâcher les épaules. Baisser le ton. Ces micro-pauses sont souvent suffisantes pour empêcher la bascule. La pause protège aussi ta dignité. Beaucoup de colères sont suivies de regrets. De mots qu'on n'aurait pas dû dire. D'actions qu'on doit réparer. La pause évite ces dégâts. Elle te permet de rester aligné avec ce que tu veux être, pas avec ce que tu ressens sur le moment. Être maître de soi ne signifie pas être insensible. Cela signifie ne pas se trahir sous pression. La pause est la gardienne de cette cohérence. Il y aura toujours des déclencheurs, des injustices, des maladresses, des tensions. Tu ne peux pas contrôler leur apparition, mais tu peux contrôler l'instant qui suit. Cet instant, c'est la pause. Plus tu l'installes dans ta vie, moins la colère dirige tes décisions. Elle devient un signal, pas un pilote. Dans le prochain chapitre, nous allons voir comment transformer cette pause en un espace durable de stabilité. Comment ne plus seulement interrompre, mais prévenir. Car la maîtrise la plus efficace est celle qui rend les explosions inutiles. Chapitre 8. Créer de l'espace avant que la colère n'apparaisse. Avant que la colère n'apparaisse. La véritable maîtrise ne commence pas au moment où la colère surgit. Elle commence bien avant. Si tu attends que la colère soit là pour agir, tu es déjà en retard. La prévention est la forme la plus élevée de contrôle émotionnel. Silencieuse. Invisible. Mais redoutablement efficace. Créer de l'espace, c'est réduire la probabilité que la colère apparaisse. Ce n'est pas la bloquer, c'est lui retirer son terrain. La colère n'émerge pas dans le vide. Elle a besoin de conditions, de tension, de pression, de saturation.
Quand ces conditions disparaissent, la colère perd sa force. Parfois, elle ne se présente même plus. Créer de l'espace, c'est agir sur ton environnement interne avant qu'il ne soit saturé. C'est reconnaître que ta stabilité ne dépend pas uniquement de ta capacité à encaisser, mais surtout de ta capacité à organiser. L'espace n'est pas du temps libre, c'est de la marge mentale. Une marge qui te permet d'absorber un imprévu sans basculer. La plupart des gens vivent sans aucune marge. Leur agenda est plein. Leur esprit est plein. Leur attention est pleine. Dans cet état, la moindre perturbation est vécue comme une agression. Créer de l'espace commence par réduire volontairement la densité. Moins de sollicitations. Moins d'obligations auto-imposées. Moins de stimulation inutile. Ce n'est pas une perte. C'est une récupération. Beaucoup de personnes confondent productivité et saturation. Elles pensent qu'en remplissant tout, elles avancent. En réalité, elles fragilisent leur stabilité. Un esprit saturé ne traite plus. Il réagit. Créer de l'espace, c'est accepter que tout n'a pas besoin d'être traité immédiatement, que tout n'est pas urgent, que tout n'est pas personnel. Cette hiérarchisation est une compétence émotionnelle majeure. Les personnes calmes ne vivent pas moins d'événements. Elles leur donnent moins de place. Elles décident consciemment de ce qui mérite leur énergie et de ce qui peut attendre. Créer de l'espace, c'est aussi réduire le bruit interne. Les pensées répétitives sont l'un des principaux facteurs de surcharge émotionnelle. Ressasser, anticiper, rejouer mentalement, imaginer des scénarios. Tout cela consomme de l'énergie sans produire de solution. L'espace mental se crée quand tu interromps volontairement ces boucles. Pas en les combattant, en cessant de les nourrir. Chaque fois que tu refuses de rejouer mentalement une situation frustrante, tu récupères de la marge. Chaque fois que tu repousses une anticipation inutile, tu diminues la tension. Créer de l'espace implique aussi de protéger ton corps. Le corps et l'esprit ne sont pas séparés. Un corps tendu alimente un esprit irritable. Un esprit saturé rigidifie le corps. Créer de l'espace, c'est aussi intégrer des moments de relâchement physique. Pas comme une récompense, comme une nécessité. Respirer plus lentement. Bouger sans objectif. Marcher sans stimulation. Ces moments simples régulent le système avant que la colère n'apparaisse. Il est important de comprendre que l'espace doit être régulier, pas occasionnel. Créer de l'espace une fois ne suffit pas. C'est une hygiène, pas une solution ponctuelle. Les personnes stables ont des rituels invisibles qui maintiennent cette marge. Des moments sans input. Des temps sans réaction. Des plages sans obligation émotionnelle. Ces rituels ne sont pas spectaculaires. Ils sont constants. C'est cette constance qui empêche la surcharge de se reformer.
Créer de l'espace, c'est aussi accepter que certaines choses restent inachevées, que certaines réponses soient différées, que certaines tensions ne soient pas résolues immédiatement. Cette acceptation réduit la pression interne. Et quand la pression baisse, la colère perd sa raison d'être. Tu n'as pas besoin d'une vie parfaitement calme pour rester stable. Tu as besoin d'une vie suffisamment espacée. Espacée entre les obligations. Espacée entre les émotions. Espacée entre les réactions. Ce chapitre t'invite à revoir ton rapport au remplissage. Remplir ton temps ne te rend pas fort. Créer de l'espace te rend stable. La colère diminue quand l'espace augmente. C'est mécanique. Dans le prochain chapitre, nous allons apprendre à transformer cette stabilité en une nouvelle relation à la colère. Non plus comme une ennemie, mais comme un signal maîtrisé. Chapitre 9. Transformer la colère en information. La colère n'est pas ton ennemi. Elle ne cherche pas à te nuire. Elle cherche à te signaler quelque chose. Le problème n'est pas la colère. Le problème, c'est ce que tu fais quand elle apparaît. La plupart des gens utilisent la colère comme une action. Ils parlent. Ils accusent. Ils explosent. Ils confondent signal et réponse. La colère est un message, pas une instruction. Tant que tu traites la colère comme un ordre à exécuter, elle te contrôle. Quand tu apprends à la lire comme une information, c'est toi qui reprends la main. Transformer la colère en information demande un changement radical de posture. Il ne s'agit plus de réagir. Il s'agit d'observer. Observer ce qui se passe en toi sans immédiatement agir dessus. La colère te dit toujours quelque chose. Elle te parle de limites, de surcharge, de fatigue, de frustration accumulée. Mais elle ne te dit jamais comment agir intelligemment. C'est ton rôle. Quand la colère monte, pose une question simple. Pas qui a tort, pas comment répondre, mais qu'est-ce que cette colère m'indique ? Cette question change tout. Elle transforme une impulsion en donnée exploitable. Au début, la réponse n'est pas toujours claire, et ce n'est pas grave. Ce qui compte, c'est de ne plus confondre émotion et action. La colère peut indiquer que tu as dépassé une limite. Pas forcément aujourd'hui, mais cumulativement. Elle peut indiquer que tu t'es trop adapté, que tu as trop encaissé, que tu t'es oublié. Elle peut aussi indiquer que tu es simplement épuisé, pas menacé, pas attaqué, épuisé. Si tu réagis sans analyser, tu traites toujours le mauvais problème. Transformer la colère en information, c'est accepter de retarder la réponse. Pas pour l'éviter, pour la rendre juste. La bonne réponse ne naît jamais dans la montée. Elle naît après la stabilisation. C'est pour cela que la pause est indispensable. Sans pause, aucune lecture n'est possible.
La colère te parle fort. Si tu écoutes trop vite, tu n'entends que le bruit. Si tu écoutes après la pause, tu entends le message. Beaucoup de personnes ont peur de laisser passer la colère. Elles craignent qu'en ne réagissant pas, elles se trahissent. C'est l'inverse. Réagir sans comprendre, c'est se trahir. Comprendre avant d'agir, c'est se respecter. Transformer la colère en information te permet aussi de choisir le bon moment, le bon contexte, la bonne intensité. Parfois, la meilleure réponse est une conversation posée. Parfois, c'est une décision claire. Parfois, c'est un retrait temporaire. La colère ne choisit jamais correctement. Toi, si. Ce travail demande de la répétition. Au début, tu n'arriveras pas toujours à lire l'information à temps. Parfois, tu réagiras encore. Parfois, tu comprendras après coup. C'est normal. L'important est de déplacer progressivement le moment de lucidité. D'abord après l'explosion, puis pendant la montée, puis avant. C'est ainsi que la colère perd son pouvoir. À mesure que tu la traites comme une information, elle devient moins fréquente, moins intense, moins urgente. Parce que ton système comprend qu'il est entendu. La colère devient violente quand elle est ignorée ou mal utilisée. Quand elle est lue correctement, elle s'apaise. Transformer la colère en information change aussi ta relation aux autres. Tu ne cherches plus à imposer ton émotion. Tu cherches à ajuster ta position. Cela rend tes décisions plus calmes, tes paroles plus rares, tes actions plus nettes. La colère cesse d'être un drame. Elle devient un indicateur, comme un voyant sur un tableau de bord. Il ne sert à rien de frapper le voyant. Il faut comprendre ce qu'il signale. Si tu ignores le signal, le système se détériore. Si tu l'interprètes correctement, tu ajustes avant la panne. C'est exactement la même logique. La colère t'indique qu'un ajustement est nécessaire. Pas une explosion. Pas une justification. Un ajustement. Ce chapitre marque un tournant. Tu ne cherches plus à supprimer la colère. Tu cherches à l'utiliser intelligemment. Cette posture demande de la maturité et de la discipline. Mais elle change radicalement ta stabilité émotionnelle. Dans le prochain chapitre, nous allons consolider tout ce travail. Nous allons voir comment maintenir cette maîtrise dans la durée, comment éviter les rechutes et comment ancrer une stabilité durable. Chapitre 10. Installer une stabilité émotionnelle durable. Durable. La stabilité émotionnelle n'est pas un état ponctuel. Ce n'est pas quelque chose que tu atteins une fois et que tu conserves sans effort. La stabilité est un système. Un ensemble de choix répétés, souvent invisibles, qui construisent une base solide sur laquelle les émotions peuvent circuler sans te renverser. Beaucoup de personnes cherchent à ne plus jamais se mettre en colère.
c'est un mauvais objectif. La colère fait partie de la vie. Elle continuera d'apparaître. La vraie question n'est pas si elle reviendra, mais ce qu'elle trouvera en face d'elle. Un système instable ou un système structuré. Installer une stabilité émotionnelle durable, c'est accepter que la maîtrise ne repose pas sur la force, mais sur l'organisation. Organisation de ton attention, organisation de ton énergie, organisation de tes réactions. Rien de spectaculaire, mais tout est décisif. La première clé de la stabilité durable, c'est la cohérence. Pas la perfection. La cohérence. Faire chaque jour quelque choix aligné avec ce que tu veux devenir, même quand personne ne regarde. La stabilité se construit dans les moments ordinaires, pas dans les crises. Ce que tu fais quand tout va bien détermine ce que tu feras quand la pression monte. Si ton quotidien est saturé, désorganisé et constamment réactif, tu ne peux pas espérer être stable sous pression. La stabilité durable commence par une hygiène émotionnelle simple. Réduire ce qui surcharge. Renforcer ce qui régule. Moins d'exposition inutile. Moins de réactions automatiques. Moins de tensions non traitées. Plus d'espace. Plus de pause. Plus de clarté. Ce sont ces ajustements qui empêchent la colère de s'accumuler en arrière-plan. La deuxième clé, c'est la constance, pas l'intensité. Il vaut mieux pratiquer la pause 10 fois par jour pendant 2 secondes qu'une seule fois de manière spectaculaire. Le cerveau apprend par répétition. Il se stabilise quand les signaux deviennent prévisibles. Si tu pratiques parfois de manière irrégulière, tu restes fragile. Si tu pratiques peu mais souvent, la stabilité s'installe. La troisième clé, c'est l'acceptation du rythme. La transformation émotionnelle n'est pas linéaire. Il y aura des progrès, puis des rechutes. Ces rechutes ne sont pas des échecs. Elles sont des informations. Elles indiquent où le système a encore besoin d'être renforcé. Si tu te juges à chaque faux pas, tu recrées de la tension. Si tu observes et ajustes, tu renforces la stabilité. La stabilité émotionnelle durable n'est pas fragile, mais elle demande de l'entretien. Comme un corps entraîné qui a besoin de récupération, ton système émotionnel a besoin de régularité. La quatrième clé, c'est la responsabilité silencieuse. Personne ne viendra organiser ton monde intérieur à ta place. Tu peux lire, écouter, comprendre, mais à la fin, ce sont tes choix quotidiens qui font la différence. Choisir de ne pas répondre immédiatement. Choisir de ne pas ruminer. Choisir de réduire la stimulation. Choisir de récupérer. Ces choix ne sont pas héroïques. Ils sont discrets. Mais ils s'additionnent. C'est cette addition silencieuse qui te rend de moins en moins réactif au fil du temps. La cinquième clé, c'est l'identité que tu construis. Pas ce que tu dis être, mais ce que tu incarnes régulièrement. Si tu te vois comme quelqu'un qui s'énerve facilement, tu renforces cette trajectoire. Si tu te vois comme quelqu'un qui apprend à se stabiliser, tu ouvres une autre voie. L'identité n'est pas un mensonge, c'est une direction. Chaque pause, chaque non-réaction, chaque ajustement confirme cette direction. Avec le temps, tu ne fais plus d'efforts pour rester calme. Tu fonctionnes ainsi. C'est là que la stabilité devient durable.
Il est aussi essentiel d'accepter que certaines colères ne disparaîtront jamais totalement. Et ce n'est pas un problème. Une colère ponctuelle, lue correctement, peut t'aider à réajuster ta trajectoire. Le danger n'est pas la colère. Le danger, c'est la colère répétée, non comprise et non traitée. Ce livre audio t'a donné une structure, pas une promesse irréaliste. Une structure praticable. Tu sais maintenant pourquoi tu t'énervais vite. Tu sais ce qui surcharge ton système. Tu sais comment créer de l'espace. Tu sais comment utiliser la pause. Tu sais comment lire la colère au lieu de lui obéir. Il ne reste qu'une chose. Appliquer. Pas parfaitement. Régulièrement. La stabilité émotionnelle durable n'est pas spectaculaire. Mais elle change tout. Elle change ta façon de parler, de décider, de te positionner. Elle te rend plus clair, plus posé, plus cohérent. Et cette cohérence se ressent, sans que tu aies besoin de la revendiquer. Tu n'as pas besoin de devenir quelqu'un d'autre. Tu as besoin de devenir plus stable dans ce que tu es déjà. Si tu continues à pratiquer ce que tu as entendu, la colère cessera d'être un problème. Elle deviendra un indicateur occasionnel, facilement gérable. Et ce calme que tu cherches ne sera plus un effort. Il sera ton fonctionnement naturel. C'est cela, installer une stabilité émotionnelle durable. Conclusion finale. Colère rapide. Comprendre la surcharge émotionnelle pour la maîtriser. Tu arrives à la fin de ce livre audio. Mais si tu as écouté attentivement, tu comprends que ce n'est pas une fin. C'est un point de bascule. Un moment où quelque chose change dans ta manière de te percevoir et de fonctionner. Tu n'as pas écouté ce livre pour apprendre à t'excuser. Tu ne l'as pas écouté pour justifier tes réactions passées. Tu l'as écouté pour comprendre. Et comprendre change tout. Tu sais maintenant que la colère rapide n'est pas un défaut moral. Ce n'est pas une faiblesse. Ce n'est pas une fatalité. C'est un signal. Un signal d'un système surchargé, mal organisé ou insuffisamment protégé. Tu sais aussi que lutter contre la colère est une erreur stratégique. La combattre la renforce. L'ignorer la déplace. L'obéir te fragilise. La seule voie efficace est celle que tu viens d'explorer. La structurer. Structurer ton attention. Structurer ton énergie. Structurer tes réactions. Ce travail n'a rien de spectaculaire. Il n'est pas visible de l'extérieur. Mais il est profondément transformateur. Tu as compris que la fatigue te rend vulnérable, que la surcharge invisible te rend irritable, que le besoin de tout contrôler augmente la tension, que la tension mal protégée alimente la colère. Et surtout, tu as compris qu'il existe toujours un espace entre ce que tu ressens et ce que tu fais. Cet espace n'est pas donné, il se crée, il se cultive, il se protège. La pause que tu as apprise n'est pas une fuite, c'est une prise de pouvoir silencieuse.
Chaque fois que tu poses au lieu de réagir, tu renforces ta stabilité. Chaque fois que tu crées de l'espace avant que la colère n'apparaisse, tu réduis sa fréquence. Chaque fois que tu transformes la colère en information au lieu de la transformer en action, tu deviens plus précis. Ce livre ne te promet pas une vie sans tension. Il te donne mieux que cela. Il te donne une méthode pour ne plus être dominé par ces tensions. Tu n'as pas besoin d'être calme en permanence. Tu as besoin d'être stable. La stabilité ne fait pas de bruit. Elle ne cherche pas à impressionner. Elle ne se justifie pas. Elle se ressent. Dans ta manière de parler, de décider, de te taire. Les personnes stables ne sont pas absentes émotionnellement. Elles sont présentes sans être débordées. C'est cette présence que tu construis maintenant. Il est important d'être clair. Tu vas encore te mettre en colère. Il y aura encore des moments où la réaction prendra le dessus. Ce n'est pas un échec. C'est une information. Ce qui compte désormais, ce n'est pas l'absence de réaction, mais la vitesse à laquelle tu reviens à la structure. Observer, comprendre, ajuster. C'est ainsi que la stabilité devient durable. Ne fais pas de ce livre une idéologie. Ne fais pas de la maîtrise une identité rigide. Fais-en une pratique simple, discrète, répétée, personnelle. La transformation réelle ne se voit pas immédiatement, mais elle s'accumule. Un jour, tu remarqueras que certaines situations ne t'atteignent plus, que certaines paroles glissent, que certaines tensions n'entrent même plus. Ce jour-là, tu n'auras rien à célébrer. Tu fonctionneras simplement autrement. Et c'est là que tu sauras que quelque chose a changé. Ce livre audio t'a donné une structure mentale. À toi maintenant de la faire vivre. Pas demain. Pas quand tu te sentiras prêt. Maintenant. À la prochaine irritation. À la prochaine montée. À la prochaine tension. Souviens-toi, tu n'es pas obligé de réagir. Tu peux choisir. Et ce choix, répété dans le silence, change ta vie intérieure bien plus profondément que n'importe quelle explosion. Reste stable. Reste lucide. Et surtout, protège l'espace que tu viens de créer. C'est là que se trouve désormais ta véritable force. Si ce livre audio t'a parlé, prends un instant. Partage ton expérience. Dis ce que tu as ressenti. Dis ce que tu vas appliquer. Ton commentaire peut aider quelqu'un d'autre à rester calme, à choisir, à avancer. Si ce contenu t'a apporté de la clarté, laisse un j'aime. C'est simple et ça soutient ce travail. Et surtout, abonne-toi. Abonne-toi pour ne rien manquer. Pour continuer à renforcer ton calme, ta discipline et ta maîtrise mentale. Ici, on ne réagit pas. On choisit. On progresse. À très bientôt.